Salut à tous, ça y est on y est, la première vidéo sur mon élevage de vers à soie. Je vous rappelle le topo, j'ai toujours voulu avoir des vers à soie, c'est vraiment un truc qui me botte depuis longtemps. Mais dans le nord de la France, c'est absolument pas culturel, genre absolument pas comme dans l'Hérault par exemple, où quasiment tout le monde dira que sa mère, sa grand-mère, sa tante, son grand-oncle élevaient des vers à soie. Du coup, je me suis beaucoup renseignée sur l'élevage. Et puis un soir, j'ai complètement craqué et j'ai commandé 250 œufs sur un site internet. Je peux vous dire que là, j'ai pas eu le choix que de potasser sur l'élevage et de trouver des solutions à mes problèmes. J'ai appris plein de trucs vraiment super cool et j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler de mon expérience et peut-être vous donner envie à vous aussi de vous lancer. Commençons par la théorie. On donne le nom de vers à soie à toutes les chenilles de lépidoptère, donc les papillons, qui sécrètent un fil continu, fin et luisant que l'on appelle la soie. C'est ce fil-là qui leur sert à se constituer un cocon notamment. Il existe donc plusieurs espèces, mais qui appartiennent tous au genre Bombyx. Mais celui qui va nous intéresser, c'est le Bombyx mori ou Bombyx du mûrier. C'est l'espèce la plus utilisée dans l'élevage industriel parce qu'en fait c'est celui qui produit la meilleure soie tout simplement. Pour ceux qui ont suivi ma formation, vous aurez deviné que c'est un insecte avec une métamorphose dite complète, holométabole, et que notre papillon va donc passer par plusieurs stades très différents durant sa vie. On commence par l'œuf, la larve, là c'est une chenille en l'occurrence, la chrysalide qui se trouve à l'intérieur du cocon, et enfin l'imago ou l'adulte sexué. C'est le stade reproducteur. Notre Bombyx se nourrit quasiment exclusivement de feuilles de mûrier à l'état de chenille. Et par contre, une fois à l'âge adulte, il se nourrit même pas, il n'a pas de bouche carrément. C'est pour ça que je dis c'est vraiment juste un stade reproducteur. Dans l'industrie textile, c'est le cocon en fait qui protège la chrysalide qui est récupérée pour la soie, qu'on va dévider. C'est à cette étape-là du coup que les cocons sont placés dans un four pour étouffer les chrysalides, pour ensuite pouvoir récupérer les cocons et dévider la soie. Si vous voulez en apprendre plus d'ailleurs sur l'histoire et l'origine de l'élevage du ver à soie, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite au musée de la soie à Saint-Hippolyte-du-Fort où Sabina nous a fait rêver avec sa connaissance de ouf. Mais pour résumer, l'art d'élever les vers à soie et de dévider les cocons nous vient de Chine où on le pratique depuis l'Antiquité. Passons à mon petit élevage. Un soir j'ai craqué, j'ai commandé 250 œufs sur un site. Mais comme je le disais, il n'y a pas de mûrier dans le nord, ou en tout cas très peu. Et j'ai pas réussi à en acheter sur internet parce que c'était pas du tout la saison. Du coup, j'ai également commandé de la poudre de mûrier à réhydrater sur le site. J'ai ensuite lu plusieurs écrits, je me suis rappelé de tout ce que j'ai appris dans les musées Cévenol. Et surtout, j'ai dévoré la thèse de Audrey Blachère que je vous laisse en description, qui est incroyable et super complète sur l'élevage du ver à soie. J'étais du coup, normalement, fin prête à devenir maman de 250 vers à soie. Maintenant, clarifions mon objectif. J'aimerais mener à terme au moins une génération de Bombyx mori, c'est-à-dire de l'œuf au papillon. 2. J'aimerais tenter de les élever le plus traditionnellement possible. Ceux qui ont regardé mes stories Instagram savent que ça va parler de mes tétés. 3. Si je réussis à les mener à terme, j'aimerais essayer de faire de la reproduction contrôlée et d'obtenir des cocons de couleurs un peu insolites. Oui, parce qu'en fait, il existe plusieurs variétés de vers à soie et chaque variété donne des couleurs de cocons différentes. Sa couleur peut être blanc-argent, rose pâle, on a du vert céladon aussi, du jaune clair, du orange, mais surtout au Japon, ils ont même réussi à obtenir du vert émeraude et c'est ce que j'aimerais essayer d'obtenir. Et enfin 4. J'aimerais également essayer de filer la soie de mes cocons, mais sans tuer mes chrysalides. Ce qui est théoriquement possible, mais là encore c'est un sacré challenge. D'ailleurs, si vous êtes dans le milieu textile et que vous avez des idées, je suis preneuse. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous partager mon expérience des œufs aux chenilles. La suite viendra petit à petit avec le temps, mais vous inquiétez pas, ça viendra. Si vous êtes impatient et que vous voulez suivre mon élevage un peu au jour le jour, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je poste régulièrement des nouvelles de mes petits bébés, quasi quotidiennement d'ailleurs. Bref, j'ai donc reçu mes graines, c'est comme ça qu'on appelle les œufs de ver à soie, et ma poudre de feuilles de mûrier. Alors pour l'incubation, traditionnellement, les œufs de ver à soie étaient déposés dans un carré de tissu où on nouait les coins, ou alors dans une petite pochette, en genre de petit sac.
Le choix du tissu par contre est super important et il fallait choisir une étoffe qui puisse laisser passer l'air sans être trop lâche non plus. Du coup, les séricultrices utilisaient en général une toile usée et fine pour que ce soit bien aéré et doux au toucher. J'ai donc opté pour une toile trop mignonne, simple et en coton. Le test parfait de toute façon, c'est de le mettre à la lumière. Plus on voit à travers, moins le maillage est serré et donc plus l'air passe facilement. Juste, j'aurais dû la faire un peu plus grande pour qu'en fait les œufs aient plus de place et puissent mieux respirer. Mais ça, je le saurai pour la prochaine fois. La méthode la plus connue et la plus longtemps pratiquée pour l'incubation, c'était celle qui consistait à porter contre soi les vers. C'était majoritairement les femmes et elles les portaient soit contre les seins, soit suspendus sous la jupe. Avec l'avancée de la recherche sur les vers, la méthode a beaucoup été critiquée, surtout parce qu'en fait on n'avait pas le contrôle de la température pour les vers. Mais honnêtement, si de l'Antiquité jusqu'aux années 50 où on a arrêté cette méthode, ça a marché, je pense que c'était pas si terrible que ça du coup. J'ai donc gardé mes petits œufs dans mon soutif et ça a marché. La durée d'incubation est en général de 11 à 14 jours. On arrive à distinguer quand ils vont éclore parce qu'en fait les œufs sont gris ardoise au début, puis ils s'éclaircissent jusqu'à devenir blanc cassé à peu près. Dès que les œufs ont pris cette couleur claire, je les ai placés à plat sur du papier cuisson lisse, mais j'aurais très bien pu opter pour du tissu propre ou alors un bois pareil propre et lisse. Des petits vers minuscules ont commencé à émerger et on appelle ça une naissance. Malgré qu'ils aient été mis en incubation en même temps, les vers ne vont pas émerger tous au même moment et la naissance va s'étaler sur 3 à 4 jours. À la naissance, ils sont minuscules, ils mesurent que 3 mm de longueur et ils sont du coup très fragiles. Par contre, elles ont déjà un appétit redoutable et il faut les nourrir tout de suite. Pour ça, heureusement, j'avais ma petite poudre de mûrier séchée au frigo. Pour la préparer, rien de plus simple, il faut mettre 3 volumes d'eau à bouillir pour 2 volumes de poudre, bien mélanger et vous obtenez de la résine de cannabis. Non, de la nourriture pour vos vers. Il faut bien attendre que ça refroidisse par contre, et ça se conserve au frigo. À chaque fois qu'on manipule, qu'on nourrit ou qu'on approche les vers de près ou de loin, il est ultra important de bien se laver les mains comme les chirurgiens. Les vers sont très fragiles, surtout quand ils sont jeunes. Du coup, vous déposez de la nourriture à vos vers, et puis c'est parti. Donc à leur naissance, on l'a dit, ils mesurent 3 mm de longueur, et elles sont toutes poilues et presque noires. Il faut prendre des précautions afin de ne pas les écraser quand on va séparer celles qui ont éclos des œufs qui ne sont pas encore pour les nourrir. C'est l'étape qu'on appelle la levée. La technique traditionnelle, qui est aussi pour moi la meilleure, c'est d'utiliser un morceau de tulle. On pose du coup le morceau sur les œufs et les vers vont naturellement aller d'eux-mêmes passer à travers les petits trous du tulle et monter dessus. On peut donc les lever en fait tranquillement et les mettre à part. Au début, les vers ne sont pas très actifs et peuvent être gardés sur une planche ou un récipient facilement nettoyable et sans couvercle, sans problème. Le tout, c'est de les garder dans une pièce avec une température aux alentours de 22 degrés et surtout bien aérée. 5 jours après la naissance, les vers subissent leur première mue. Au cours des heures qui précèdent, l'appétit des vers se calme, ils semblent plus transparents, s'immobilisent, avec la partie haute du corps redressée. Pour éviter la prolifération de bactéries et de champignons, on nettoie la litière après la première mue avec la même méthode du tulle. Je sais que dans les élevages, on propose de les prendre à la pince, un à un, mais déjà 250 minuscules vers à la main, bon courage. Mais en plus, je trouve que c'est trop risqué parce qu'ils sont trop fragiles. De la première à la deuxième mue va s'écouler à peu près 4-5 jours, puis 6 à 7 pour la troisième, 7 à 8 pour la quatrième, et enfin 11 à 12 pour la cinquième mue, qui intervient à l'intérieur du cocon. Ces stades sont appelés des âges. En gros, de l'éclosion au cocon, il faut compter à peu près 1 mois. Ce qui est rigolo, c'est à quel point entre les âges, vous allez voir les vers changer. Ils naissent tout petits, avec plein de petits poils noirs, et au fur et à mesure, toute la surface de la peau finira par prendre un aspect complètement glabre et lisse. La coloration va s'éclaircir peu à peu, et nos petits vers vont finir blanc ivoire. Plus ils vont grandir, plus on va pouvoir différencier les races de vers. Parce que oui, à l'intérieur de Bombyx mori, on peut identifier des variétés différentes qu'on appelle des races. Chaque variété donnera une couleur de cocon différente. En France, on obtient facilement des couleurs comme le blanc, l'argenté, le rosé, le vert céladon ou l'orange. Tandis qu'au Japon, ils arrivent à avoir des cocons vert émeraude, comme on l'a dit, ce qui est assez ouf. Très honnêtement, je suis tombée sur un document de 1778 qui explique à peu près comment les reconnaître, mais à moins d'être dans un laboratoire, je ne pourrais pas être plus précise que regardez ceux-là, ils sont différents. Donc pour mon petit troupeau, je vais attendre qu'ils soient dans leur dernier âge pour essayer de déterminer quelques races, mais je promets rien.
Voilà, c'est tout pour cette première partie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des choses que vous aimeriez que j'aborde un petit peu plus en détail dans d'autres vidéos. Mais en attendant, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram où je mets des nouvelles de mon élevage quasiment tous les jours. N'hésitez pas non plus à activer la cloche sur YouTube pour ne pas rater les prochaines. Et je vous dis à très bientôt. Salut!